Demain, un médecin à côté de chez moi, donc point d'interrogation est vraiment au cœur de l'actualité. Nous vivons tous les situations donc de désertification médicale, et même le Sénat estime qu'entre 6 et 8 millions de Français donc, sont concernés. Donc c'est notamment dû bien sûr à un manque de médecins, une certaine désaffection aussi parfois pour des professions qui sont considérées comme étant précisément trop peu considérées. Donc, quelles solutions existent? Comment préparer demain? Est-ce que la télémédecine est la solution? Est-ce que les centres de santé vont se développer? Je vous propose de répondre à ces questions parce qu'ici, en Occitanie, la mobilisation est générale. Donc, et d'accueillir tout de suite le professeur Vincent Boune, sous vos applaudissements, ainsi que le docteur Béatrice Lognos. Et pour animer donc ces échanges, Jérôme Cordelier, qui est le rédacteur en chef du service France du Point. Jérôme, on est ravi que vous animiez ce très beau débat d'actualité. Bonjour à toutes et tous, merci de votre présence pour un sujet qui nous concerne tous. J'espère que ça ne nous concernera pas longtemps, mais en tout cas, ça nous concerne beaucoup. Enfin, longtemps dans la durée, je veux dire, dans les années. J'ai sous les yeux une lettre ouverte qui a été faite au président de la République, donc Emmanuel Macron, par la présidente de l'Académie francophone de télémédecine et e-santé, et qui dit, cette lettre ouverte commence en disant, vous avez rappelé aussi, Hélène, ce chiffre quand même important, c'est-à-dire que les déserts médicaux concernent 8 millions de personnes, 11 300 communes sont concernées et on dénombre 192 zones en danger. Alors c'est là où on voit un peu le périmètre du sujet, et donc là je suis heureux de pouvoir dialoguer donc avec deux praticiens en première ligne, chacun à leur manière, si je puis dire. Donc d'abord, honneur aux dames, le docteur Béatrice Lognos, qui vous êtes médecin généraliste dans un village, le village Saint-Georges d'Orques, c'est ça, à côté de Montpellier. Et vous êtes en même temps maître de conférence à l'université, donc vous êtes vraiment concerné en première ligne sur le terrain par ce sujet-là. Alors, professeur Vincent Boune, alors je ne sais pas si on vous présente encore, mais parce que vous avez tellement de casquettes que c'est ébouriffant, on ne sait plus où donner de la tête. C'est le cas, avec plusieurs casquettes, on ne sait plus donner de la tête. Donc vous voyez, mais surtout vous êtes là au titre du fait que vous êtes donc médecin réanimateur, vous êtes spécialiste de la médecine de catastrophe. Oui. Donc on peut espérer que les déserts médicaux ne deviennent pas encore de la médecine de catastrophe, mais vous êtes président du SAMU 31 et bientôt 32, comme vous me disiez en coulisses. Et puis vous êtes vice-président de la région Occitanie. Donc vous avez vraiment toutes les facultés possibles pour aborder ce sujet. Et en plus, je crois que vous faites du vin. Vous êtes originaire de Gaillac. Oui. Et je lisais pour préparer cette table ronde que le Tarn était considéré comme l'un des déserts médicaux en France importants. Et alors quand je vous ai interpellé pour vous dire ça tout à l'heure, vous avez eu l'air très très surpris du fait que le Tarn soit considéré comme un désert médical. On va dire surpris, pas forcément. Maintenant, c'est la ville que vous aviez citée qui m'a un petit peu surpris, puisque c'est l'endroit où j'habite et où il y a encore quelques médecins. Alors, on parle de déserts médicaux, mais en réalité, si on parle des zones en tension médicale, là, on est plus de 80% de l'Occitanie qui est en tension ou en désert médical. Le désert médical, c'est qu'il n'y a plus du tout de médecins. La tension médicale, c'est quand les médecins qui sont sur place sont trop sollicités. Je pense que c'est le cas de ma consoeur. On a un peu échangé avant, qui a des besoins du territoire qui sont supérieurs à ce qu'elle peut donner. Donc, vous voyez, c'est une petite nuance. Et finalement, en fait, au final, ça fait quand même plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions, je crois,
de Françaises et de Français qui sont mal soignés, en particulier en Occitanie. Voilà. Donc on est sur une situation qui est assez, je trouve, préoccupante de mon point de vue. Et puis bon, on en parlera au long du débat. Quand même, on a quelques pistes d'espoir. On a lancé énormément de choses au niveau de la région Occitanie. On a lancé un gros travail avec l'université, je pense qu'on pourra en parler avec ma consoeur. Et puis on a décidé, donc ça fait 3 mois maintenant, d'embaucher des médecins pour créer des centres de santé. Et justement, on parle du Tarn, mais on a 2 projets dans le Tarn, un qui ouvre dans moins d'1 mois maintenant, et un début 2023, dans des zones où effectivement, là pour le coup, je vous rejoins, c'est un désert médical sans aucune contestation possible. D'accord, ben merci d'avoir lancé le débat comme ça. Donc, on viendra après au qu'est-ce qu'il faut faire, hein, les mesures possibles. Déjà sur le constat. Alors, votre témoignage, docteur, c'est-à-dire comment est-ce que c'est qu'être médecin dans un désert médical? C'est-à-dire, par exemple, vos rendez-vous. Comment ça se passe? Votre carnet de rendez-vous est plein donc jusqu'en 2025 ou comment ça se passe? Alors, moi, je ne suis pas dans un désert médical, mais en tout cas, on n'est pas considéré comme désert médical. Mais par contre, effectivement, je reçois le professeur Boons. On a des tensions qui se révèlent même dans les villes, un peu en périphérie de Montpellier. On a les mêmes au niveau de Nîmes. Pour un exemple, j'accompagne des maisons de santé en futur, qui élaborent leur projet de santé. Saint-Onès, qui est à 5 km de l'autre côté de Montpellier, 18% de patients n'ont pas de médecin traitant. Population, à côté de Montpellier. C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins parce qu'on considère que les cliniques peuvent répondre aux besoins urgents, mais en termes de trajectoire de soins, de prise en charge d'un patient de la globalité de façon chronique, on est en difficulté. Donc comment ça se passe? Ça veut dire que les patients, quand ils arrivent dans un endroit, ils pleurent pour avoir un médecin traitant. Ils nous demandent, est-ce que vous acceptez encore des patients comme médecin traitant? Ou nos anciens patients, quand ils déménagent à 1 heure de trajet, finalement, continuent à venir nous voir. Donc nous, on a mis en place un calendrier pour éviter de se retrouver bloqués. On a une façon de faire que les patients ne peuvent pas prendre des rendez-vous trop à l'avance. Et on a des créneaux qu'on appelle d'urgence pour tous les jours qu'on a pour les personnes en situation aiguë, qu'on voit de façon coordonnée au niveau du cabinet avec mon associé. Ça, c'est comme ça qu'on s'organise. Et puis, on est un pluriprofessionnel, on en reviendra après derrière. Merci. Donc, professeur, oui, vous souscrivez à ce constat, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un désert médical? Est-ce que d'abord, il y a des critères? Quand est-ce qu'on devient désert médical? Il y a des critères, en fait. Il y a des critères assez simples. Le premier critère dont on peut parler, c'est le nombre de médecins rapporté à la population. De manière assez simple, il y a quelques années, il y avait 150 médecins généralistes pour 100 000 habitants. D'accord ? À l'heure actuelle, en Occitanie, je crois qu'on est autour de 120, même un peu moins, médecins généralistes pour 100 000 habitants. Et les perspectives, il y a même des départements où on est passé en dessous de 100 médecins, et les perspectives sont baissières, c'est-à-dire qu'on va avoir moins de médecins pour les 10 années à venir. Voilà. Ça, c'est très factuel. Un deuxième indicateur, c'est ce qu'on appelle le renoncement aux soins, c'est-à-dire je suis malade, mais je ne trouve pas de médecin pour me soigner. C'est pas très grave quand c'est un rhume, c'est beaucoup plus embêtant quand, par exemple, je tousse du sang. Oui. Alors justement, j'allais vous dire ça, pardon, je vous interromps, mais là vous parliez surtout des généralistes, c'est-à-dire qu'après la pénurie des spécialistes, alors on n'en parle même pas là. Oui, pourquoi je parle des généralistes? Parce que c'est quand même le premier maillon, ce qu'on appelle la santé, les soins primaires, et c'est eux qui, effectivement, sont les vigies de toute cette population. Ça ne peut pas être remplacé, je suis d'accord, ça ne peut pas être remplacé par un service d'urgence qui va gérer l'urgence, mais qui ne fait pas de suivi, de prévention, de renouvellement d'ordonnances, tout ce que fait un médecin de famille, en fait. Voilà. Si on parle effectivement de l'accès à la médecine spécialisée, alors là, c'est encore pire, effectivement, avec soit une offre de soins inexistante. Il y a des départements d'Occitanie où vous n'avez, par exemple, pas de dermatologue, pas d'ophtalmologue. À Paris aussi, hein, voilà. Je vous confirme. Hein, c'est très compliqué d'avoir des rendez-vous avec les spécialistes aussi. Et puis, on a aussi, parfois, une difficulté. Alors, ils existent, mais ils sont en secteur 2. Et c'est aussi compliqué pour les gens les plus fragiles d'avoir accès à des soins spécialisés. Donc, on est la santé. Tenez, prenez le mien. Allô ? Alors, voilà. Donc la santé, globalement, va mal. On a un certain nombre de pistes d'espoir. Je crois quand même
qui a souligné à l'heure actuelle, c'est que l'ensemble des professionnels de santé a bien conscience de ça et se mobilise. Et ça, je crois que c'est quand même assez inédit. Pendant des années, on a opposé la ville à l'hôpital, on a opposé les universitaires et les non-universitaires, on a opposé les médecins et les autres soignants. C'est plus le cas actuellement, on est tous mobilisés. Mais dans un contexte, quand même, je trouve très préoccupant. Voilà. Allô, allô, ça remarche. Alors, je suis tout à fait d'accord pour rebondir. Je pense qu'on a tous conscience que les patients sont en difficulté. Et nous, on considère qu'on doit donner une réponse aux patients qui n'est pas forcément une réponse médicale, un médecin. Mais il faut que ce soit une réponse adaptée. Ça peut être une réponse à une équipe pluriprofessionnelle. Et c'est pour ça que les maisons de santé ont une réponse et permettent les médecins qui exercent à la maison de santé ont plus de médecins traitants dans leur file active que les autres, parce qu'ils ont une réponse qui est différente. Nous, on a intégré une infirmière azalée qui voit nos patients de façon intermédiaire, qui fait l'éducation thérapeutique, qui nous libère du temps. Et dès qu'on libère du temps, un médecin peut voir d'autres patients. Donc ça, c'est une première chose. Et les protocoles que l'on peut mettre en place dans une maison de santé ou dans le cadre d'une CPTS, avec des protocoles de coopération locaux, derrière, peuvent permettre à des patients qui ont un besoin urgent, un problème de cheville, une infection urinaire, selon des protocoles bien codifiés, d'avoir une réponse adaptée. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on ne pourra pas mettre plus de médecins qu'on est formés. Donc les centres de santé sont une réponse, mais de toute façon, tant qu'on n'aura pas on ne sera pas arrivé à de nouveau l'équilibre, on sera en difficulté. Donc c'est comment répondre en attendant que. Alors, pardon Hélène. Non, juste une petite précision, parce qu'on a entendu à plusieurs reprises CPTS, donc c'est Communauté Pluriprofessionnelle Territoriale de Santé, qui est un regroupement de professionnels. Et j'avais peut-être une précision, mais ça fera peut-être l'objet d'une question. On parle aussi maison de santé, centre de santé. Sous votre contrôle, dans les centres de santé, les médecins sont salariés, tandis que dans les maisons de santé, les médecins restent des libéraux. Et je voulais juste vous demander, professeur Boone, mais peut-être un peu plus tard dans le débat, pourquoi donc Montpellier avait fait le choix de centre de santé, ce qui peut être aussi important de préciser en termes notamment d'accès aux soins. Voilà. Alors, vos remarques sont très justes, effectivement. On va dire que, c'est encore une fois, ce sont parmi les solutions, mais pas les solutions. Travailler en commun au sein de ces PTS, donc d'équipes pluriprofessionnelles, c'est fondamental. Travailler en réseau, c'est fondamental. Le centre de santé, c'est juste un outil qu'on a mis en place pour essayer, en tout cas, d'attirer un certain nombre d'autres médecins, en particulier ceux qui ne se reconnaissent pas, pour des raisons X ou Y, dans le secteur libéral. Et effectivement, il y a une partie des médecins à l'heure actuelle à qui le salariat va bien et convient. Comprenez bien qu'il n'y a pas de différence philosophique, à part la structure qu'il apporte, entre un centre de santé et une maison de santé. Le secteur 1 ? Oui, c'est pareil. C'est pareil. Encore une fois, c'est un débat très technique. Qu'est-ce qui intéresse les gens aujourd'hui, les patients aujourd'hui? C'est d'avoir un docteur, une docteure qui les reçoit dans un délai compatible avec l'état de santé. Le portage, qui le fait, comment ça se passe, est-ce que c'est une antenne, une CPTS, une maison de santé, etc. C'est pas le problème. C'est vraiment ça. Hein, voilà. Par contre, les professionnels de santé se reconnaissent beaucoup plus dans une maison, par exemple, de santé pluriprofessionnelle, avec beaucoup de gens. Vous voyez ça? Donc ce sont des outils pour attirer, fidéliser les professionnels de santé. Voilà. Mais au final, c'est, je dirais, transparent pour la population. Voilà. Merci. Oui. Alors, merci pour ces précisions. Professeur, juste une vue globale. Est-ce que les déserts médicaux sont uniquement des territoires ruraux? Est-ce qu'il y a des... Alors non. Petites villes aussi ou les centres-villes sont très préoccupants, et en particulier les centres des grandes agglomérations, telles que Montpellier ou Toulouse. Vous êtes un jeune médecin, vous devez vous installer, vous voulez vous installer. Vous avez à payer donc un bâtiment. Vous devez le mettre aux normes, parce que c'est un bâtiment qui reçoit du public, qui doit obéir à des normes, en particulier pour l'accès aux personnes à mobilité réduite. Vous devez payer des loyers, etc. Le prix des loyers dans le centre-ville fait que c'est très compliqué pour un jeune praticien de se lancer dans une telle entreprise. Et donc beaucoup vont partir un peu en périphérie pour avoir entre guillemets la qualité de vie de la métropole. Et au final, on se retrouve avec des vrais déserts médicaux dans les centres-villes. Alors pour le coup, je connais beaucoup mieux Toulouse que Montpellier, mais je suis sûr qu'on est d'accord, complètement. Et alors, comment peut agir une collectivité, c'est-à-dire contre justement ça, notamment au centre-ville? Quels sont les leviers que je sais que vous faites beaucoup de choses en Occitanie? On essaye. Ouais.
Quels sont les leviers? D'abord, vous êtes quand même en pointe sur la santé dans cette région. Alors, on les aille aussi. On voit bien dans nos classements des hôpitaux qu'on sort tous les ans dans le point. Oui, alors ça c'est vrai. À la fois, finalement, sur les CHU, on a la chance d'avoir d'excellents hôpitaux, ça c'est clair, et je ne vais pas les citer parce que vous les connaissez aussi bien que moi, mais vraiment on a d'excellents hôpitaux et même effectivement des hôpitaux généraux qui sont de très très grande valeur. J'ajoute à ça qu'on a aussi la chance, et en particulier à Montpellier, d'avoir une université, une faculté qui sont excellentes. Parce la plus ancienne de France. On ne dit jamais assez, c'est vrai. Les 800 ans, il y a 2 ans. Ancienne de France, on est d'accord, et effectivement vous avez oublié une casquette à ma consoeur, elle est vice-doyenne de l'université en charge du développement territorial, je crois que c'est ça. Donc c'est la santé environnementale. Voilà. Donc oui, on a beaucoup de chance en Occitanie, et oui, on a aussi beaucoup de chance d'avoir finalement, alors je vais pas, évidemment, je ne peux pas dire l'inverse, mais d'avoir 40 délégats et la majorité régionale, puisqu'on a décidé d'investir le champ de la santé. Donc effectivement, vous avez bien compris, entre guillemets, on nous a dit, vous n'êtes pas compétent, c'est pas grave, on est devenu compétent, mais c'est effectivement le domaine de l'État. Il faut bien comprendre que c'est à l'État d'organiser la santé et le garant de la santé sur le territoire, que malheureusement, et on n'est pas là pour critiquer, c'est un constat, l'État ne fait pas ça, c'est comme ça. Et donc on essaye, nous, de venir en appui. Oh là là, on a décidé de créer finalement des centres de santé, et donc on a lancé avec les élus locaux en particulier, avec l'université qui est partenaire du dispositif, avec les professionnels de santé, on a décidé de lancer un groupement qui s'appelle Ma Santé, Ma Région, et qui a donc d'embaucher des médecins dans des centres de santé. Je vais vous laisser le micro qui marche pas. Voilà. Définitivement, je vous laisse le micro qui marche pas. Je vous remercie du cadeau. Voilà, et donc on a décidé d'embaucher des médecins dans des centres de santé. On a donc démarré en juillet avec le premier centre de santé qui est ouvert en Ariège. À cette heure-ci, on en a 3. On en ouvre, comme je vous ai dit, dans quelques jours, on en ouvre 2 supplémentaires. Et donc on va ouvrir un centre de santé tous les mois dans des zones où il n'y avait plus effectivement ni maison ni centre de santé. Donc on essaie de redynamiser un petit peu le tissu sanitaire grâce à cette action, donc Ma Santé, Ma Région. Voilà. Et au final, on va se retrouver donc, si tout va bien, mais je doute pas que tout aille bien, on se retrouvera avec entre 60 et 70 centres de santé à la fin du mandat, qui vont donc faire des milliers, raisonnablement, des milliers de consultations tous les jours. Voilà. Donc la région devient employeur de santé. Mais d'ailleurs, on voit dans beaucoup de petites villes, par exemple, je me souviens d'un reportage à Auch, par exemple, où l'hôpital est le principal employeur de la ville. Et même à Toulouse, c'est Toulouse, l'hôpital est m'arrêtez si je me trompe, mais c'est le deuxième employeur après Airbus. C'est ça, c'est tout à fait ça. Oui, alors d'une part, il y a cette composante indispensable. Pour moi, la santé, c'est la première des libertés. Si vous êtes malade, vous ne pouvez pas exercer une activité professionnelle, vous ne pouvez pas faire du sport, vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Enfin, la maladie, c'est vraiment la première des privations de liberté. Donc la santé, pour moi, c'est la garantie de la santé, c'est la première des libertés. Et puis effectivement, il y a un aspect économique aussi, on est bien d'accord. L'hôpital et en tout cas tout ce que ça implique, et j'irais même au-delà des emplois directs. Quand les personnes choisissent de s'installer dans un territoire, ils regardent l'école, le médecin. Oh là là, non, c'est moi, c'est pas le micro, c'est moi. Le médecin qui arrive en second, et puis après, effectivement, les transports, les commerces, etc. Mais ça fait partie des critères réellement forts de choix d'un lieu de vie. Donc je dirais, oui, la santé, c'est un moteur économique direct et indirect très fort. Et puis vous avez des incitations, j'imagine, pour la qualité de vie, puisque maintenant tout le monde veut sa qualité de vie, donc vous avez une région quand même très attractive sur ce plan-là. Donc est-ce que ça joue, ça, pour l'installation des médecins? Oui, alors on a la chance. Étranger d'ailleurs. On a la chance d'avoir une région magnifique, ça c'est clair. Effectivement, qui attire. Donc l'Occitanie s'en tire mieux que d'autres régions, indiscutablement. Oui, l'aspect de la qualité de vie et de la prévention, alors je vais peut-être vous passer la parole parce que là on y est, et de la santé environnementale, c'est un vrai sujet aussi qui nous préoccupe. Donc au-delà de cette action, on va dire, d'embauche, on a aussi un certain nombre d'actions qui sont lancées pour justement travailler sur la prévention, très important, en particulier à destination des jeunes, mais pas que. On a aussi une action, on va lancer la carte senior. Alors,
en cours de mandat, il faut bien sûr nous laisser un peu le temps de la lancer. Et puis, on travaille énormément sur la santé environnementale, santé alimentaire, sport et santé, etc. Enfin, là, je vais vous laisser parler de ça parce qu'on est chez vous, je crois. Oui, docteur. Alors, pour répondre et pour compléter, effectivement, pour l'installation de jeunes professionnels de santé, rien de mieux que de leur donner envie de s'installer dans un territoire qu'ils connaissent, qu'ils ont pu appréhender pendant leurs études. Et c'est vrai qu'on se pose la question de pouvoir créer comme des antennes universitaires, mais en lien avec les universités, que ce soit à Montpellier, Nîmes ou que ce soit à Toulouse de l'autre côté, où derrière les jeunes pourraient grandir ensemble, les externes, les internes, mais aussi les infirmiers, les kinés, les pharmaciens, pour que derrière ils aient déjà cette culture de travailler ensemble et de découvrir des territoires qu'ils n'auraient pas découvert sinon. Parce que par exemple, d'interne, nous on a 35% dans la promotion qui vient d'arriver, à peine qui viennent de Montpellier-Nîmes. Ça veut dire que les 65 autres viennent d'ailleurs. Donc la région, ils vont connaître Montpellier parce qu'ils ont choisi Montpellier ou Nîmes, mais ils ne connaîtront pas le bureau en Lozère ou Carcassonne. Enfin, pas Carcassonne, puisque maintenant elle est plus rattachée chez nous, mais ou le fin fond des Pyrénées-Orientales, etc. Donc, créer des campus, enfin, des antennes universitaires en lien, et ça la région est prête à nous suivre, qui leur permettent d'avoir un hébergement et d'avoir accès éventuellement à l'école, parce qu'on a des jeunes, quand ils arrivent internes, ils peuvent avoir des enfants, ils sont en couple, donc ça c'est important. Et s'ils découvrent un endroit où il se fait bon vivre, on peut espérer que dans le futur, effectivement, ils vont s'installer. Alors c'est vrai que nous, on n'a pas de problème d'attractivité par rapport à l'Occitanie, c'est magnifique, mais on attire les professionnels de santé, mais on attire aussi les patients. Il ne faut pas oublier que Montpellier augmente. Oui, donc finalement, le problème, le vieillissement de la population, le vieillissement est vieilli. On a une population qui est très fragile de manière économique, donc on sait qu'il y a de plus de problèmes au niveau prise en charge, globalité, problèmes de santé aux maladies chroniques, l'accès aux soins aussi, parce qu'il y a un renoncement aux soins qui est plus important chez eux, avec des fois une nécessité d'aller vers, et non pas attendre qu'ils viennent vers nous. Ça nécessite des façons de travailler différentes. Alors, complètement, désolé, on parle entre nous, mais tant pis Non, mais allez-y, hein, donc oui, vous connaissez le sujet mieux que moi. Hein, on a effectivement cette action qui a été lancée entre l'université, les universités, devrais-je dire, et la région. Et effectivement, la présidente Carole Delga a déjà annoncé qu'une première enveloppe, en tout cas celle-là est acquise, de 15 millions d'euros, serait dédiée à cette action, donc de créer des maisons des étudiants en santé, des campus en fait, santé en région, qui soient à la fois des lieux de vie, des lieux de rencontre, des lieux de travail, bien sûr, des lieux des logements également, de simulation, de cours, évidemment. Et donc, on a déjà eu un séminaire interfacultaire extrêmement intéressant et on va lancer la déclinaison au cours du mandat pour créer, justement, on va dire, territorialiser ces études en santé et permettre à des jeunes issus de l'Occitanie de s'investir dans la santé en Occitanie et pour plus tard travailler en Occitanie. Voilà, c'est ça l'objectif. Un jeune issu de l'Occitanie, formé en Occitanie, travaillant en Occitanie. Bien sûr, on accueille les autres, mais c'est l'objectif qu'on a. Oui. Alors, donc, si je vous écoute tous les deux, on peut dire que vous êtes d'accord avec vous soutenez la proposition du ministre de la Santé, François Braun, sur la 4e année pour des internes, pour que les internes puissent officier dans les déserts médicaux. Non. Alors, je vais vous dire pourquoi. Le problème, ce sont des internes, c'est-à-dire des médecins en formation. Moi, j'en ai des 4e années, effectivement, puisque je travaille à l'université de Toulouse, ça s'appelle des docteurs juniors, mais ils doivent être formés. Et pour les former, il faut des maîtres de stage qui puissent les encadrer. Donc, ça sous-entend qu'il y ait déjà des docteurs, qui ne soient pas des docteurs au bord de la retraite et qui n'aient plus rien à faire. Il faut que ce soit des docteurs comme ma consoeur, dynamiques, qui puissent les accueillir, je vais y arriver. Qu'ils puissent débriefer avec eux, etc. Donc, mettre un interne tout seul dans un endroit où il n'y a pas de cabinet, où il n'y a pas de matériel, comme ça. Ah, d'accord. Alors, excusez-moi. Un endroit où il n'y a pas de cabinet, pas de matériel, pas de tuteur de stage, on n'y arrivera jamais. Qu'est-ce que je veux dire ? Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est toujours pareil, c'est la rétroactivité ou la rétrospectivité de la loi. Vous ne pouvez pas, pour des internes qui sont déjà lancés, dire « Ah ben finalement, ça va durer 4 ans au lieu de 3 ans ». Je ne crois pas que ça passe au Conseil d'État. Donc ça veut dire que c'est vrai pour toutes les lois. Enfin, pardon, c'est pas un argument. Oui.
dire que ça ne pourra être au mieux mis en place que dans 4 ans. Et pendant 4 ans, on va continuer à perdre des médecins, des maîtres de stage. Donc, c'est sur le plan pédagogique, purement intellectuel. Moi, bien sûr, je suis pour une 4e année parce que j'ai des internes et que la 4e année est très formatrice pour eux. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il ne faut pas leur faire n'importe quoi. Voilà. Alors, pour rebondir, effectivement, moi, je suis pour la 4e année parce que hier, on était en jury de DES, phase d'approfondissement. Nous, on n'a pas la phase expert. Du coup, on a fait passer nos 106 internes hier. Et quand on les écoute sur leurs projets professionnels, la majorité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de minorité, qui se sentent capables d'exercer d'eux-mêmes dans les territoires, la majorité nous disent on va faire des remplacements, on ne sait pas si on va faire du rural, de semi-rural, de l'urbain. Et ils veulent se confronter à différentes expériences, soins palliatifs. Donc du coup, cette 4e année, ça répond à un besoin pédagogique. Mais nous, on est pour le fait qu'ils soient en accord avec un maître de stage, qu'il y ait une rétroaction. On peut très bien dire, une journée, ils vont avec leur maître de stage dans un endroit pour prêter main forte là où il n'y a plus de médecins, ça peut s'entendre. Mais de dire qu'ils vont aller tout seuls, non, ça c'est pas possible. En vous écoutant, me vient aussi une autre question. Là, j'avais fait un papier avec le docteur Suzanne Tartière, qui est une des fondatrices du SAMU avec Xavier Emmanueli, et qui avait mis au point la réserve sanitaire, c'est-à-dire ces médecins à la retraite qui viennent en renfort. Pourquoi on ne peut pas imaginer, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens à la retraite qui sont très en forme, donc pourquoi on ne peut pas imaginer que dans les déserts médicaux, et qui sont en forme et qui s'embêtent, donc pourquoi on ne pourrait pas imaginer qu'ils puissent reprendre du service dans les déserts médicaux? On l'a imaginé et on l'a fait, puisque effectivement ça a démarré avec la Covid, mais pour parler de l'action que j'ai l'honneur de mener, dans le groupement donc, Ma Santé, Ma Région, il y a tout à fait la possibilité d'embaucher des médecins retraités sur des temps partiels, sur un cumul emploi-retraite. Et donc on en a un actuellement qui a démarré et on en a plusieurs qui ont signé des promesses d'embauche pour tout simplement, c'est des médecins qui sont effectivement qui ont envie de continuer parce qu'ils ne se sentent pas d'abandonner leur patientèle, mais qui ne peuvent pas continuer au rythme qu'ils avaient auparavant, c'est clair. C'est des médecins qui ont envie de transmettre aux jeunes et on a cette envie en médecine de beaucoup de compagnonnage. La médecine, ça s'apprend par les pairs, beaucoup. Et donc ils ont envie de transmettre et puis ça fait toujours un complément pour les autres médecins du centre de santé. Avoir quelqu'un 1 jour, 2 jours par semaine, c'est toujours ça de prix. Donc oui, on fait ça dans la région et alors après c'est toujours pareil, encore une fois c'est un ensemble de petits moyens qui va permettre de passer le cap, mais c'est pas non plus la solution bien entendu, mais je crois que c'est effectivement une force vive à considérer, tout à fait. On pourrait imaginer qu'à l'échelle nationale on décrète la mobilisation générale là-dessus. Puisqu'on décrète beaucoup des mobilisations générales, on pourrait décréter la mobilisation générale des seniors. Je suis d'accord, mais de façon volontaire, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est à la retraite, on a un certain âge. Et que voilà, les libéraux, quand ils partent à la retraite, c'est 65 ans, 67 ans. Donc quand on fait appel, et ça veut dire qu'ils ont 68 ans, 69 ans, 70 ans. Enfin, il faut pas l'oublier. Donc on ne peut pas leur demander non plus des miracles. Mais une armée de volontaires, évidemment. Voilà. Mais il ne faut pas oublier les infirmières en pratique avancée aussi, qui sont une arme, mais il ne faut pas non plus les envoyer toutes seules dans les déserts médicaux. Mais par contre, de créer des task force, de groupements de professionnels, pourquoi pas? Alors, un chiffre, mais 30% des médecins de l'Occitanie vont partir à la retraite dans les 5 ans qui viennent. Donc, c'est des médecins qui ont plus de 65 ans, enfin plus de 63, 64 ans. Aussi, c'est pas moi. Beaucoup de médecins retraités, pré-retraités, sont encore actifs. Et c'est pas rare de voir dans des villages des médecins qui ont 65, 68, 70 ans. Donc, mais vous voyez, juste pour vous dire, effectivement, d'une part, c'est préoccupant parce que ces médecins qui sont au travail, ils vont lâcher leur patientèle. Et ça, c'est très préoccupant. D'autre part, il y a une petite piste d'espoir, effectivement, si on peut en raccrocher un certain nombre à des projets. On va dire, un peu plus léger en termes de charge de travail. Donc oui, c'est à la fois préoccupant et un peu porteur d'espoir. Alors, il y a aussi, j'ai vu en préparant cette table ronde, l'accès aux soins est devenu une priorité pour le gouvernement et les collectivités, vous le démontrez. Mais il y a aussi les organisations professionnelles qui se battent bec et ongle pour la liberté d'installation des médecins, notamment libéraux. Donc, est-ce que c'est un paradoxe, ça?
En fait, c'est plus un paradoxe dans la mesure où finalement, quand on regarde les tensions médicales, 80% du territoire est en tension médicale. Donc finalement, un médecin qui s'installe là ou là, il va sauver quelqu'un. Et la difficulté, c'est qu'il faut absolument préserver les zones où il reste encore un peu de médecins et renforcer. Parce qu'on sait que souvent, si un médecin part, c'est fini. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de médecins, c'est beaucoup plus compliqué de réimplanter des médecins. Alors que si on arrive sur des zones où il reste, il y a des maisons de santé, ils avaient 2 médecins, ils avaient toute une équipe de paramédicaux avec 30-40 paramédicaux. Ils ont perdu un médecin, ils perdent leur label maison de santé, ce qui pour eux, derrière une maison de santé, il faut savoir que la force task, c'est la coordination, c'est le coordinateur qui permet de mettre en lien et de faire les protocoles de soins pour les patients et les mises en route. Mais ils perdent ce label, donc ils perdent le financement. Donc en fait, c'est une double peine. Et peut-être qu'il faudrait qu'on travaille avec l'État sur des amendements pour pouvoir travailler sur ceux qui ont été à maison de santé, de ne pas les rétrograder en équipe de santé pour un an, où finalement derrière, les gens ne vont pas y être attirés parce qu'ils n'ont pas de coordination. Or les jeunes, ils veulent travailler dans un cadre organisé, vraiment pluriprofessionnel. Allez, je vais mettre les pieds dans le plat et peut-être proposer, ou en tout cas proposer une mesure de gauche pragmatique, on va dire, excusez-moi du gros mot, mais ça me paraît très compliqué. En tout cas, c'est vraiment le chiffon rouge de la profession, la liberté d'installation. Et toujours pareil, pour la même raison que je disais tout à l'heure, c'est la rétroactivité. Ça ne pourrait pas être mis en place, je pense, avant 10 ans. Et clairement, on a besoin maintenant de médecins. Par contre, il y a un chiffre que je vais vous donner, le taux d'installation des médecins, en particulier généralistes, dans les 5 ans qui suivent leur diplôme, il est très bas. C'est-à-dire, je crois que c'est 20% à peu près au niveau national. 20% des médecins seulement s'installent. 80% des médecins ne s'installent pas. D'accord ? Et ils font, comme vous l'avez très bien dit, des remplacements, des tours du monde, des trucs, etc. C'est bien, mais moi je suis pour, entre guillemets, l'obligation pour les médecins de s'installer. Pas de s'installer quelque part, mais de prendre un job un peu fixe, un salariat, un libéral, peu importe. Mais pour moi, c'est important que ces médecins, entre guillemets, puissent apporter, se mettre au travail, entre guillemets, et puissent apporter leur force vive. Alors, bien sûr, il y a des détails, bien sûr, ils ont le droit de prendre une année sabbatique, de faire un truc, etc. Mais pour moi, c'est important que ces médecins, on puisse les retrouver, une fois que la société, entre guillemets, a capitalisé, investi sur eux, et bien qu'ils puissent un peu redonner, je crois. Et donc, il faudrait, à mon avis, que les médecins soient un petit peu forcés de s'installer. Mais peu importe où, vous voyez ce que je veux dire. Il ne s'agit pas de, quand vous êtes médecin, donc vous sortez une trentaine d'années, vous avez probablement déjà un ou une conjointe, des enfants installés. Si vous faites vos études à Montpellier, que vous habitez à Montpellier, c'est impossible de vous dire tu vas travailler à Mende d'un coup. Par contre, lui dire tu dois t'installer, tu as un docteur super sympa à côté de toi qui va t'accueillir dans son cabinet, ça j'y crois beaucoup plus. Pardon, je ne comprends pas bien l'argument de la rétroactivité, parce que de toute façon, il va falloir préparer l'avenir. Donc ce sont quand même 2 gros leviers, ça, la liberté, l'obligation d'installation. La 4e année aussi, donc ça peut faire partie d'un arsenal de mesures, si on peut dire, pour faire ça. Donc, Alors oui, mais de la même manière que la 4e année ne pourra être proposée qu'aux étudiants qui rentrent en suivant dans l'internat, c'est-à-dire pas ceux qui sont en cours d'internat, je crois, je ne sais pas, mais je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que ça ne passerait pas. La liberté d'installation ne pourrait être, entre guillemets, enlevée qu'aux médecins qui démarrent leurs études de médecine maintenant. C'est-à-dire, voilà, vous voyez. Donc ça veut dire qu'ils sortiront dans 10 ans. Le problème de les études de médecine, c'est que vous ne décidez pas, je crée plus de médecins, et ils arrivent l'année suivante. À partir du moment où vous décidez de les faire, ils sortent 10 ans après. Mais on aura préparé l'avenir. Alors oui, il faut préparer l'avenir, mais encore une fois, je crois que c'est un vrai dialogue à avoir avec la profession. Je pense que ça va prendre du temps, je pense que ça va être compliqué. Pour moi, clairement, je vous dis, pour côtoyer énormément de médecins, ça fait partie des choses, je crois, qui risquent profondément un certain nombre de confrères et consoeurs, j'en suis sûr. Je pense que pour le coup, plus pertinent, plus facile, plus rapide, c'est dire aux médecins, ok, vous sortez d'études, vous vous installez quelque part, voyez, et après ça se régulera. Alors le problème de l'installation obligatoire de suite, c'est que malgré tout, pour les médecins installés, il faut pouvoir partir en vacances. Et contrairement aux salariats, et nous, on a besoin de remplaçants. Donc il faut quand même un certain nombre de poules. Alors moi, quand je reprends les chiffres de mes internes, elles se sont toutes installées ou elles ont toutes pris un poste salariat et globalement dans les 2 ans. Je pense que après, c'est le modèle que l'on leur donne.
Et le médecin heureux dans une équipe, ça donne plus envie de s'installer que les médecins qui sont maîtres de stage, qui sont en burn-out parce qu'ils sont dans des endroits compliqués. Et finalement, des fois, les jeunes nous disent, ben là, pour l'instant, j'ai envie de prendre du recul et ils se posent des questions de changer de métier. Donc si on commence à leur dire, on va vous donner une obligation d'installation et tout, je crains qu'il y ait une petite fuite et que l'année prochaine, la médecine générale se voit beaucoup moins choisie au niveau du choix, contrairement à cette année. Donc je pense qu'il faut le côté incitateur, à mon avis, donner envie, donner du plaisir et montrer que c'est le plus beau métier du monde. Je pense que ça, c'est le mieux. Alors, mais c'est le plus beau métier du monde. Je ne parlais pas que de la médecine générale. Hein. J'ai 25 internes qui sortent cette année, en novembre. Sur les 25, j'en ai 5 qui m'ont annoncé qu'ils allaient faire un tour du monde. Donc ils ne seront pas praticiens alors? Ils reviendront probablement, mais pour l'instant, en tout cas, c'est des internes, ceux qu'on a formés pendant 10 ans. Le Covid a été difficile. Voilà. Non, mais c'est... Et effectivement, ils ne vont pas profiter à la population occitane parce que ils partent. Il y en a une qui part faire le tour de monde de famille. C'est très bien pour elle. Hein. Attendez, c'est très très bien. Et il faut probablement le permettre. Je dis ça, c'est. De toute façon, le tour du monde, ça devrait être obligatoire, si je puis dire, dans le cursus. Probablement. Étudiant, voilà. Mais effectivement, il faut réfléchir à un modèle, je crois, où alors si on n'a pas la chance, parce que je crois que c'est une vraie chance d'avoir un maître de stage comme vous qui est dynamique, qui arrive à monter un modèle et à inciter les jeunes à s'investir. Tout le monde n'est pas comme ça. Il faut trouver des mécanismes un peu plus doux. Voilà. Alors, attendez, j'ai gardé juste le meilleur pour la fin, parce que c'est une évidence telle qui est la télémédecine. Pourquoi est-ce qu'on ne généralise pas pourquoi il n'y a pas un plan massif de développement de la télémédecine? La télémédecine, c'est très bien pour certaines choses. Le suivi d'examens complémentaires. Mais il manque l'examen clinique. Je suis désolée, ce n'est pas la machine à laquelle on rentre, ça ne remplace pas. Par contre, effectivement, le recours... vous avez plus d'ophtalmo. Qu'une orthoptiste fasse les rétinogramme et après il y a une lecture par l'ophtalmo. Qu'on ait un centre de radiologie, moi je cherche à avoir ça sur Montpellier, on a le soutien de la mairie pour ça probablement. Ou derrière il y a un manipulateur qui peut faire le scanner à la radio et interprété par le radiologue à distance. La dermatoscopie peut se faire aussi en téléexpertise. Par contre, l'examen clinique, ça reste un examen clinique. Mais professeur, mais toutes les salles d'attente des médecins qui sont encombrées par des gens qui ont des petits bobos, si on peut dire, ça peut être réglé par la télémédecine. Non, mais des angines, des choses comme ça. Petits bobos, ils ressentent quelque chose. Il ne faut pas parler de petits bobos. Oui, d'accord. Alors, non, mais la télémédecine, c'est pas pour tout le monde. Ça peut être utile ponctuellement, je suis tout à fait d'accord. C'est utile pour les sujets jeunes qui ne sont pas trop malades. Ça, c'est oui, probablement, et ça peut dépanner. Dès qu'on devient un petit peu âgé, polypathologique, qu'on a besoin de prévention, de conseils, d'examen, un médecin, ça touche, ça palpe, ça renifle. Un médecin, c'est un contact physique avec le patient. Et ça, la télémédecine ne peut pas le faire. Et si on prend les chiffres, effectivement, des grandes boîtes qui font ça pour gagner de l'argent, il ne faut pas se tromper, on ne fait pas le même métier, effectivement, ça s'adresse à un public plutôt jeune et plutôt en bonne santé. Donc ce n'est pas l'objectif pour nous qui est vraiment de soigner les personnes chroniques. Deuxième point, et je termine, je vais aller très vite, pour faire de la télémédecine, il faut quand même des médecins. Et vous voyez ce que je veux dire? Et effectivement, ils sont chez eux avec une petite tasse de café, c'est très agréable tout ça, mais pendant ce temps-là, ils ne sont pas à leur cabinet en train de soigner des gens. Donc c'est pas non plus, si on développe massivement la télémédecine, vous allez vider là aussi les cabinets. Oui, mais ça évitera surtout les encombrements des salles d'attente, quoi. C'est ça que je ne comprends pas trop, qu'on n'ait pas le pragmatisme de ça. Je pense qu'il faut travailler avec les patients, parce que les patients, ils sont quand même des patients, et leur apprendre, faire ce qu'on appelle l'éducation, travailler sur la littératie en santé, leur apprendre à chercher les informations et à ce qu'il faut faire. Mais ça, c'est un travail médical de prévention qu'on peut très bien faire, médecins, infirmiers, kinés, de la même façon qui viennent de façon juste et au bon endroit. Parce que l'encombrement, c'est quand on ne va pas au bon endroit. Oui, c'est ça. En fait, il faut proposer des solutions. La télémédecine, c'en est une, mais il ne faut pas lui faire plus que ce qu'elle croit. Les centres de santé, c'est un outil, comme je le dis, c'est pas non plus ça. Il va falloir travailler sur une multitude de petites choses, encore une fois, qu'on essaie, nous, de mettre en place à notre niveau et qui vont permettre de passer le cap. Mais il ne faut pas se voiler la face. Les 10 ans qui viennent vont être très difficiles en matière d'accès à la santé. Qu'on fasse tout ce qu'on veut, on n'a pas pris les bonnes décisions il y a 30 ans, 20 ans, on le paye maintenant, et quoi qu'il arrive, les 10 ans qui arrivent seront difficiles. Voilà, ça c'est clair. Bon, merci à tous les deux. En tout cas, je vois que l'un et l'autre, vous empoignez la réalité, donc ça c'est une bonne chose. J'ai fini par comprendre comment marche le micro. On est bon. En vous écoutant, il y a de l'espoir. Merci. Merci à vous. Merci. Merci, on vous applaudit.
Si vous avez des questions, je pense que vous êtes disponible pour un petit temps d'échange avec le public. Mais c'était effectivement une table ronde passionnante avec plein de perspectives et de beaux projets. Eh bien, écoutez, je vous propose quant à nous que nous nous retrouvions donc à 14h pour l'inauguration donc officielle de l'événement. Vincent Boone, nous vous retrouverons avec Michael Delafosse et Étienne Gernel. Merci beaucoup et à tout à l'heure.